Alors bonsoir à tous et bienvenue à tous les trois dans Varions les éditions en live. On est donc en présence d'Ariane Le Fauconnier, qui est donc la Speedy Gonzalez de la communication, si j'ai bien compris. Muriel Zac et Bruno Doucet, donc, qui sont les deux éditeurs, les deux créateurs de la maison Mhm. Bruno Doucet. Euh, c'est un plaisir de vous recevoir. Sincèrement, à ma grande honte, je ne vous connaissais que de nom et j'en suis le premier déçu depuis quelques mois. Je ne comprends pas comment on a pu passer à côté de vous en réalité. Donc, je suis extrêmement ravi de vous avoir tous les trois ce soir. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Merci. On va commencer peut-être, à Muriel et Bruno par présenter cette maison qui est donc, qui fête ses 10 ans, qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, en 2020. Drôle d'anniversaire d'ailleurs, un peu perturbé j'imagine, mais j'aimerais véritablement connaître le fondement de votre maison d'édition. Qu'est-ce qui a poussé justement à créer cette maison d'édition? Bonsoir. Je commence et puis Muriel, Muriel Compléterai, enchaînera. compléterai. Alors, Bonsoir tout le monde. il y a une douzaine d'années, je dirigeais une autre maison d'édition, les éditions Segers, une maison qui avait été fondée par Pierre Segers pendant la Seconde Guerre mondiale, une maison vraiment extraordinaire qui avait, je veux dire, marqué ma jeunesse et la jeunesse de Muriel aussi, et la formation poétique et intellectuelle de beaucoup de gens dans ce pays. Et il se trouve que je l'ai dirigée pendant 8 ans, mais qu'au cours de ces 8 années, cette marque n'a cessé d'être rachetée. Le groupe auquel elle appartient n'a cessé d'être racheté. Et en 2008, elle a été achetée par un groupe catalan, le groupe Planeta, qui est un empire de l'édition et de la presse dans la péninsule ibérique et même ailleurs, en Amérique latine, etc. Et ce groupe m'a fait savoir immédiatement, après avoir racheté Segers, que nous n'étions pas compatibles avec la crise économique. Alors que nous, on leur a dit, mais si la poésie est indispensable en temps de crise, les crises sociétales, les crises individuelles, c'est là qu'elle trouve sa raison d'être. Et bon, c'était un discours qui ne pouvait pas être entendu par ces gens-là, parce qu'on ne pouvait pas répondre avec une maison d'édition de poésie à leurs exigences de rentabilité accrue. Et l'aventure s'est terminée pour moi en 2009 par un licenciement. Voilà, tout simplement. Donc, la création de la maison d'édition avec Muriel, elle est née de ce licenciement, elle est née de cet arrêt de l'arbitre dans un contexte très particulier, parce que le groupe catalan Planeta avait fait sa fortune sous Franco ou avec Franco, en pactisant avec l'Espagne franquiste. Alors, pour une maison qui était née de la résistance et de la lutte contre l'occupant et contre le nazisme, vous imaginez bien qu'il y avait quand même une difficulté, il y avait un problème. Donc, c'est une frustration, c'est un chagrin, c'est un empêchement qui nous a poussé à créer une maison d'édition libre, on l'est toujours, indépendante, on l'est toujours, libre de ses choix et de ses refus, et une maison exclusivement vouée à la poésie et à la poésie contemporaine. Et puis peut-être qu'on peut compléter en disant que de cette colère, parce qu'il y a eu une vraie colère de voir le gâchis. Et pourquoi je dis gâchis aussi? Parce que Bruno avait, quand il a pris la direction de Segers, il a remis les pieds dans les pas du fondateur, Pierre Segers, et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire produire une poésie, non seulement de résistance, mais produire une poésie qui s'adresse à tout le monde, qui parle à tout le monde, et pas une poésie comme ça de laboratoire complètement coincé. Et donc les Espagnols là, de Planeta, quand ils ont voulu tout arrêter, en gros pour eux une page d'un recueil de poèmes, il y avait trop de blanc, c'était pas assez rentable, mais aussi finalement, pourquoi donner de la poésie à tout le monde, hein, quand même, voilà. Donc, on avait quand même une colère en nous aussi et le désir, finalement, de reprendre le flambeau, hein, on peut dire ça comme ça, de Oui, poursuivre oui. dans cette orientation, poésie du monde, poésie, enfin, on va y revenir, j'imagine, mais c'est intéressant de savoir qu'on est parti avec à la fois le sentiment du gâchis de ce qui venait de se passer, mais aussi le désir de montrer
mais bien sûr que si, la poésie, c'est pour tout le monde. Oui, oui, il y avait d'ailleurs, Muriel, je complète en disant qu'il y avait aussi une sorte de défi économique à relever parce que les éditions Segers marchaient bien. J'étais, disons, on va dire, le seul salarié. Enfin, il y avait un demi-poste d'assistante, et puis après, il y avait les services associés d'un grand groupe. Mais le chiffre d'affaires était tout à fait confortable. Mais on me disait, c'est pas suffisant. Voilà. Et donc, on a voulu aussi faire la démonstration qu'une maison d'édition pouvait exister dans le paysage de l'économie actuelle. Voilà. En temps de crise, la maison est née en 2010 et puis on a l'impression qu'on n'a jamais cessé de travailler dans un contexte économiquement compliqué, houleux, etc. Mais on s'en sort. Et en 10 ans, on a publié quand même 182, 3 livres. Voilà. Donc, voilà. Et qu'est-il advenu des textes chez Segers? Est-ce que vous avez pu en récupérer quelques-uns ou au contraire, Oui. tout a été enfoui? Alors, non, on a récupéré quelques-uns. Bon, la maison, il faut dire, la marque existe toujours. Et elle continue à appartenir à ce groupe et à sa maison mère, les éditions Robert Laffont. Depuis, ils ont réédité quelques livres, etc. Mais en tout cas, nous avons fait sortir du fonds Segers un certain nombre de livres qui nous semblaient totalement indispensables. Et le premier, dès 2011, c'était les poèmes de la résistance de Pierre Segers. Voilà, on a tenu à publier toute la poésie de la résistance écrite entre 39 et 45 par le fondateur de cette maison. Et c'est un livre que nous avons intitulé Comme une main qui se referme. Voilà, cette main qui se refermait, c'était peut-être aussi la mienne, vous l'avez compris. Mais en tout cas, voilà, pour nous, c'était vraiment quelque chose de tout à fait emblématique et très fort. Par la suite, il y a eu un autre poète de la Résistance qui s'appelle Pierre-Emmanuel, dont on a repris 2 livres parus chez Segers, qu'on a rassemblés dans un même volume. Et puis, il y a eu aussi une dame qui est décédée depuis, Hélène Cadou, qui était une grande voix de la poésie du XXe siècle, et l'égérie, la muse peut-être de celui qui fut le plus grand poète lyrique du XXe siècle, René-Guy Cadou, mort en 1951 à l'âge de 31 ans, et dont toute l'œuvre a été publiée par Pierre Segers. J'ai envie de vous dire deux choses, Bruno et Muriel et Ariane. La première, c'est quel courage déjà, parce que publier de la poésie dans un tissu éditorial qui en fait bien peu l'éloge, c'est déjà une grande force de courage. Et le deuxième argument par rapport à ce courage-là, c'est tout simplement de publier aussi des éditions bilingues. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied de publier des choses qui forcément n'attirent pas le plus grand lectorat? Ouais, c'est vraiment une excellente question parce que figurez-vous que dans mon précédent métier d'éditeur avec les éditions Segers, il y avait déjà des éditions bilingues, mais elles ne marchaient pas très bien. Il fallait publier Éric de Luca, le grand écrivain italien, pour commencer à avoir des résultats un peu intéressants. Mais sinon, c'était vraiment difficile. Et l'un des derniers livres bilingues que j'ai publié, c'était la poète syrienne, franco-syrienne Maram al-Nasri, euh, et les résultats n'étaient pas très probants. Donc, là aussi, il y avait un défi à relever. Alors, ce que l'on constate au bout de 10 ans, c'est que le bilingue s'est installé dans notre pays. Les gens nous le demandent. Il y a un vrai lectorat et nous obtenons économiquement des résultats qui sont probants lorsque nous faisons découvrir les langues d'ailleurs. Et alors, il y a des langues très évidentes qui sont des langues de France, comme l'arabe, comme l'anglais, comme l'espagnol, etc. Mais il y a aussi des langues plus étonnantes. On a publié la grande voix de la poésie catalane, Maria Mercè Marçal, un petit livre intitulé Trois fois rebelle en 2014, qui a eu beaucoup de succès. Et puis, on a publié aussi, ça va rappeler de bons souvenirs à Muriel, un livre tout à fait étonnant d'une poétesse amérindienne Innu, qui vit dans le grand nord du Québec, à la lisière de Terre-Neuve, sur la rive nord du Saint-Laurent, Rita Mestokosho, et nous l'avons publié dans sa langue et dans la nôtre, en édition bilingue.
Alors, l'Innu Aimun, qui est sa langue, en page de gauche, et le français en page de droite. Et on aurait pu penser que c'était une aventure suicidaire. Pourquoi? Parce que cette langue n'est plus parlée que par 10 000 personnes au monde. C'est une langue en voie d'extinction. C'est un peuple, malheureusement, en voie d'extinction. Et en donnant la parole à l'une de ces autrices, l'une de ses porte-paroles, justement, Rita Mestokosho, eh bien, il nous semble on a fait entendre cette voix sur la petite place de la poésie francophone. Et ce livre a eu un grand succès. Il faut dire qu'il est particulièrement beau. Je me retourne pour vous le montrer. Voilà. On l'a même publié, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec des photographies d'une photographe française qui a partagé le quotidien des Inuits. Voilà, elle a passé plusieurs années avec eux et elle en a ramené des photos extraordinaires. Elle connaissait Rita Mestokosho, qui était une de ses amies. Et on a fait Apparemment, Bruno, excuse-moi de t'interrompre, mais je vois dans le ouais. chat que ici, les Inuits ont l'air d'avoir leur place, hein, parce que je vois, on les aime. Anthony a l'air de dire que c'est une grande histoire entre vous et les Inuits. Exactement, parce qu'on a reçu Michel Jean, qui a publié un roman cette année, l'année dernière, chez Deux Paysages. Et en effet, on a eu une rencontre avec lui et on a découvert ce peuple-là à cette occasion. Ouais, c'est formidable. Pour Alors, nous, ça a été voilà, un livre très intéressant qui marque une étape de notre parcours. Vous voyez comme ces photos sont belles. Ouais. et alors, c'est vrai que le bilingue, alors bon, l'inno-aino, on ne le parle pas évidemment, mais tout le monde nous a dit, hein, quand on a commencé, non, mais il ne faut pas faire du bilingue. Le bilingue, ça ne marche pas, et puis c'est n'importe quoi. Bon, et quand parfois il y a un poète qu'on a publié sans sa langue originelle, eh bien, on s'est aperçu dans les salons du livre, on a vu souvent ça, hein, Réane, hein, les gens qui nous disent, ah, mais pourquoi vous n'avez pas mis le coréen, par exemple, là en face? On dit, mais madame, vous parlez coréen? Ah non, pas du tout. Et en fait, c'est parce qu'il y a ça aussi, cette chose que nous, on aime, effectivement, les lecteurs ont envie de voir cette langue, de la voir. Alors comme en plus le miroir de page, Bruno travaille beaucoup très finement, ce qu'on appelle le miroir de page, c'est-à-dire que vraiment les lignes des vers dans la langue étrangère soient bien en face du français, etc. En plus, il y a quelque chose de beau. Mais là aussi, on était quand même très content de voir que c'est de la folie de publier du bilingue, mais il y a quand même des gens qui aiment ça. Voilà. Oui, c'est cette curiosité de la langue originelle. Ouais. Alors, on a aussi un livre qui mériterait d'entrer dans un cabinet de curiosité, justement. Un livre très particulier qui ne comporte un seul petit poème en langue française que je vais vous dire. Un poème qui a été signé par Georges-Marie Laury, un écrivain qui est aussi un traducteur de l'afrikaans et de grandes voix d'Afrique du Sud. Voilà le petit poème en question. Cet accent sur le papier est un style abandonné. J'aime les accents étrangers. Bon, c'est 4 vers. Et ces 4 vers, on les a ouverts aux 4 vents du monde, puisqu'on les a fait traduire en 136 langues différentes. Le livre s'appelle d'ailleurs 136. Alors, vous avez beaucoup de langues de France, y compris des langues régionales, comme l'alsacien, le breton, le basque. Et puis, vous avez toutes les langues européennes, vous avez 40 langues africaines, etc. etc. Voilà. Ça, c'est une aventure un peu folle, puisque chaque traduction est donnée dans l'alphabet d'origine. Bon, ça nous a donné vraiment un mal de chien pour arriver à éditer ce livre. Et ce livre a quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser qu'il ne s'adresse qu'à un cercle restreint de spécialistes, hein, de happy few, de privilégiés, des polyglottes comme Georges Laury. Lui, il parle couramment presque 10 langues. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Ce livre va intéresser, par exemple, des enfants, des primo-arrivants dans des classes de collège, des enfants allophones qui se retrouvent soit dans des centres d'hébergement, soit dans des classes qui les accueillent, comme les structures UP2A ou d'autres classes. Et lorsqu'on arrive avec un livre comme celui-ci dans une classe, on donne à chaque enfant qui ne parle pas la langue française une chance de faire entendre sa voix, de faire parler de son peuple,
de faire entendre les intonations d'une langue qui est la sienne. Donc, on a vécu des choses assez extraordinaires avec ce petit outil qui est une espèce de, comme ça, de passeport pour aller à la rencontre de nos concitoyens. J'ai lu dans ce livre-là que je remonte tout à l'heure, donc celui-ci qui était là bon, pour fêter les 10 ans, Un bateau nommé Poésie. Certains lecteurs vous prennent à part en vous disant, mais les poètes sont encore vivants? Je ne pensais qu'ils étaient tous morts. Comment on arrive au quotidien à combattre ces préjugés-là? Comment on arrive à... Qu'est-ce qui fait que l'amour des mots l'emporte plus que tout? Peut-être raconter ce que c'est que cette anecdote, hein, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est pas la première fois, mais c'était au tout début de la maison d'édition. On fait beaucoup de lectures en public, partout où on peut aller. Alors quand je dis partout, pas seulement dans les salles de spectacle ou même les librairies, c'est les marchés. Et c'était une lecture dans un jardin public. Et il y avait un kiosque. Donc, il y avait Bruno et deux autres poètes de la maison qui s'apprêtaient à lire. Et il y avait des enfants qui jouaient jardin public. Il y a une dame qui s'approche de moi et qui me dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Je dis, ils vont lire des poèmes. Alors, ah bon, mais des poèmes de qui? Alors, je dis, d'eux, c'est des poètes. Et là, elle me regarde, mais complètement abasourdie. Elle me dit, mais les poètes, ils sont morts. Et c'était tellement évident pour elle. Elle me dit, mais ça alors, c'est la première fois que je vois des poètes vivants, donc il y a des poètes vivants. Voilà, donc cette scène-là nous a bien marqué, mais ce n'est pas unique. Donc c'est vrai que quand on dit poésie aux gens, la première chose qui lui revient à l'esprit, alors, soit c'est les mauvais souvenirs de récitation de l'école, oh là là, on en a tous eu, plus ou moins. Soit c'est les mauvais souvenirs, si on a fait des études un petit peu plus au-delà de l'école primaire, d'avoir disséqué les textes et de nous faire dire au texte, voilà. Soit, justement, c'est des souvenirs on a Baudelaire, Rimbaud, Victor Hugo, Rimbaud, Baudelaire, j'ai peut-être oublié Verlaine. Voilà, donc il y a quand même beaucoup enfin, j'allais dire à remonter le courant, mais c'est pas combattre, il faut remonter le courant. Hein, voilà. Mais bon, on a des vivants, des bien vivants qu'on publie, donc... Est-ce que la France ne souffre pas tout simplement du manque de poètes visibles, médiatiques, ou du moins d'un seul, tout simplement, un seul poète qui pourrait déclamer ses poèmes sur une grande chaîne, sur un plateau télé, Est-ce que justement on ne souffre pas de cette sous-médiatisation de grands poètes? Ariane? Oui. Ariane Fauconnier, pardon, qui s'occupe de la presse chez nous, excusez-moi. Peut-être qu'elle va dire comment c'est facile de parler de poésie avec la presse, non? Vas-y, dis-nous. Ouais, alors oui, c'est clair que nous, on bosse beaucoup avec Muriel, on bosse la presse, on essaie de décrocher au maximum ce qu'on peut glaner d'espace médiatique pour nos poètes. C'est un combat de tous les instants, hein. Je pense que vraiment, ça fait partie des choses les plus difficiles auxquelles on essaie d'avoir accès, c'est-à-dire un article, une émission. L'an dernier, on a eu Ananda Devi à la Grande Librairie. C'était la consécration. Enfin, c'était limite inimaginable pour nous. Donc, c'est vrai qu'on chérit tous les instants que nous offrent les journalistes pour parler de poésie. Mais je pense qu'on a quand même une grande chance, c'est que heureusement, ça ne tient pas à ça. Et heureusement, la poésie circule malgré ça. Elle circule avec les lecteurs déjà, avec les gens qui viennent nous voir, avec les gens qui découvrent même sur Instagram, sur Facebook, etc. Et même si pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de percée, il n'y a pas un grand nom qui ressort. Enfin, on connaît des poètes quand on s'intéresse à la littérature. On connaît forcément, par exemple, Cécile Coulon, Thomas Vinot, enfin, des gens qui ressortent. Il y a eu Yvon Lemaine qui a eu le Goncourt, donc il y a eu ces moments-là avec des temps forts. Mais pour l'instant, on n'est pas... non, médiatiquement, c'est vrai que ça ne suit pas. Mais je suis sûre que ça va finir par suivre. Je suis pleine d'espoir. Est-ce que le slam aurait pu, à un moment donné, être une porte d'entrée par rapport à cela?
Mais il l'est. D'ailleurs, moi j'allais citer spontanément Grand Corps Malade, que tout le monde connaît et que l'on voit sur les plateaux de télévision. Grand Corps Malade, c'est un poète. Et puis il y en a d'autres qui ont peut-être un peu moins de notoriété, mais quand même qui sont présents et qui vont drainer les marges d'un public qui est peut-être parfois étranger à ce qu'on appelle la poésie. Alors le problème, c'est qu'on on s'ingénie beaucoup dans ce pays à opérer des lignes de fracture, de séparation entre une culture populaire et une culture savante. Ça, c'est une vieille histoire, hein. Ça remonte au Moyen Âge. Au Moyen Âge, vous aviez même deux langues. Vous aviez le latin pour les érudits, pour les clercs, et puis vous aviez l'ancien français pour le peuple. Et vous aviez deux cultures qui étaient séparées l'une de l'autre. Et cette ligne de partage, elle n'a pas cessé de traverser toute l'histoire de notre pays. Et il faut bien admettre que ce n'est pas comme cela partout dans le monde. Mais là, on a une espèce de spécificité à la française. Alors, quand on a vu débarquer le slam il y a, il y a 25 ans à peu près, 20 ans, venant des États-Unis, venant des milieux populaires, etc., eh bien, on était quand même assez nombreux à se dire formidable. C'est peut-être une manière de résorber cette ligne de faille, cette fracture. C'est une passerelle possible entre ces deux rives qui ne se regardent pas vraiment. Et puis, force est de constater que ces clivages continuent à s'installer parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller se promener dans les établissements scolaires, par exemple, pour se rendre compte que, eh bien, on entend, par exemple, que le slam serait le mode d'expression des jeunes de banlieue et la poésie intéresserait davantage, on va dire, les adolescents nés des couples bobos. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi cette fracture? Elle est complètement absurde et nous faisons partie des éditeurs qui tentent de la résorber. Voilà, très, très clairement. C'est la raison pour laquelle, dans nos anthologies, il n'est pas rare qu'il y ait des chanteurs, des slameurs et à vrai dire, la distinction ne tient pas vraiment. Oui, le problème ne serait que sémantique. Ouais, c'est un problème sémantique, mais c'est un problème de clivage. Mais il faut reconnaître qu'on est quand même dans un pays où parfois la culture a été confisquée. La poésie a pendant longtemps été confisquée par une élite soucieuse et parfois jalouse de ses prérogatives. Euh, Tandis que dans le même temps, eh bien, on assistait à une massification des publics. Ben, regardez par exemple les publics scolaires, il y a une massification du public scolaire, mais est-ce que c'est pour autant une démocratisation de la parole? Donc voilà, c'est ça, nous, notre projet politique, c'est de s'adresser à tous, au plus grand nombre, parce que nous travaillons un genre qui est un mode d'expression universel, dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Et notre premier acte, ça a été de créer une collection d'anthologies, de baptiser cette collection Tissage et de faire apparaître une baseline sous le nom Tissage, disant voilà, Tissage, c'est tisser des liens entre les êtres, les générations, les langues, les cultures. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il faut être aussi éclectique que possible. Voilà. Ça va, vous m'entendez toujours? C'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est bon. On est captivé. Hayat? Oui, bonsoir, bonsoir Muriel, Ariane, Bruno. Merci Anthony du coup pour cette jolie rencontre. Alors moi j'adore ce que vous faites. J'ai pris quelques livres à côté de moi. Je suis une grande fan de votre ligne éditoriale. Je le dis et je le répète à chaque fois. Vous parlez en quelque sorte de dépoussiérer la poésie. Je trouve que rien que par vos couvertures qui ont des couleurs un peu peps, un peu dynamiques, ça y participe déjà grandement. Ouais. Et moi, j'avais une question, en fait, parce que la plupart des talents que j'ai, enfin des poètes que j'ai, c'est des poètes étrangers. Donc, il y a Katerina Apostolopoulou, que j'ai adorée avec J'ai fait Sisypheus, c'était mon dernier coup de cœur. Maram Almasri, qui m'a émue aux larmes. Enfin, voilà, il y a Garcia Lorca aussi, que j'ai beaucoup aimé.
comment est-ce que vous faites finalement pour dénicher ces talents-là? Et tout à l'heure, on parlait du poète Innu. Comment est-ce que vous faites pour les trouver, aller les chercher des talents finalement que personne ne connaît et les Bah, publier ensuite? merci. Merci pour cet enthousiasme. Déjà, ça fait vraiment super chaud au cœur. Et puis pour cette question qui est vraiment pertinente. Ben, en fait, ça se fait de façon assez naturelle. Parce que d'abord, il faut dire que cette maison d'édition a été créée par deux écrivains, Muriel et moi-même. Et que, à ce titre, nous voyageons, nous sommes invités dans des salons, dans des festivals, dans des manifestations à l'étranger. Par exemple, il y a quelques années, on a eu l'occasion d'aller ensemble avec Muriel au Nicaragua, à Granada, dans le sud du Nicaragua. Et il y avait là une trentaine de poètes du monde entier qui étaient invités. 2 ans plus tard, j'ai eu la chance d'aller en Corée, ou des choses comme ça. Et dans ces rencontres, et puis nous participons aussi à des festivals en France où nous accueillons 50, 60, 80, parfois une centaine d'auteurs étrangers. Donc ce sont autant de possibilités de découverte du poète dans sa culture et parfois dans l'expression de sa langue. Et pas mal d'auteurs de notre catalogue proviennent de ces rencontres. Garouss Abdolmalekian, par exemple, jeune poète iranien, eh bien, nous l'avons rencontré en 2011 au festival de Sète, dans l'Hérault, le festival des voix vives de Méditerranée en Méditerranée. Et Garouss, voilà, nous l'avons découvert par un texte, un tout petit poème très court. Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime. Moi, j'ai entendu ce texte et je savais déjà que j'avais envie de publier ce garçon. Voilà, donc après, c'est tisser un lien, voir si on va pouvoir bien s'entendre, parce que ça, c'est absolument essentiel. Il y a une part de compagnonnage dans la relation entre l'auteur et l'éditeur, et il faut être bien ensemble. Et puis ensuite, trouver le traducteur, s'engager dans un travail avec ce traducteur. Ça peut prendre des années, parfois de très longues années. C'était le cas, par exemple, pour Katerina Apostolopoulou. C'est son premier livre, mais quel livre somptueux. Mais la maturation de ce livre, c'est à peu près 5 ans. Et c'est 5 ans de relations chaleureuses et très nourries avec elle dans ce travail d'accompagnement d'une jeune autrice, en l'occurrence. Peut-être qu'en fait, pour compléter ta réponse, on peut dire, mais je pense qu'avec ce que disait Hayat, hein, merci et merci aussi pour vos commentaires sur le chat, ça fait plaisir. Hein. C'est qu'en fait, chez nous, le mot important, autant en tout cas aussi important, voire plus que dans maison d'édition, c'est maison qui compte. Et donc, les poètes qu'on accueille chez nous, on les accueille dans notre maison. Alors donc justement, quand on va rencontrer, quand vous partez dans un salon du livre ou quand vous êtes à l'étranger, que vous rencontrez des gens, des poètes, vous avez des gens pour lesquels vous avez une amitié qui naît, des coups de cœur, et c'est eux qu'on a envie d'accueillir chez nous. C'est comme ça. Par exemple, vous avez dans certaines maisons d'édition beaucoup de gens, pas en poésie, je pense pas, enfin j'en sais rien, mais qui travaillent avec des agents, qui sont les agents intermédiaires, vous savez, puis l'agent va venir présenter à l'éditeur, voilà, nous, ça ne marcherait pas, même si des agents venaient nous voir. À la limite, les seuls avec lesquels, mais c'est la même chose, on a une relation forte, ce sont les traducteurs. C'est-à-dire que parfois, on ne connaît pas tout de suite le poète. Par exemple, pour les Coréens qu'on publie, c'est d'abord une traductrice coréenne formidable, Yoonja, qui est venue nous voir, qui nous a parlé de la première, c'était Moon Chung-gi, hein, Bruno, c'est ça. Ouais, voilà. Hein, et donc après, on a rencontré Moon Chung-gi. Bon. Mais pareil, ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre le traducteur et nous. Et puis parfois, c'est directement, effectivement, dans les salons. Et je pense que c'est important de voir que, de sentir ça, en fait. Et peut-être que c'est ce que vous ressentez aussi dans la chaleur colorée. Par exemple, on peut peut-être révéler une petite anecdote de... Ah oui, il y a notre ami Bakowski d'Australie. Non, j'allais raconter une petite confidence sur la naissance de J'ai vu Sisyphe heureux, peut-être, hein, le livre de Katerina Apostolopoulou. Je crois qu'on peut le faire. Oui, bien sûr. Bon. Travaillait avec nous et Bruno la voyait régulièrement pour suivre ses textes, comme il fait avec de nombreux jeunes auteurs, autrices. Et en fait, elle a eu envie d'écrire un texte, mais qu'elle a
souhaité nous offrir à Bruno et moi, parce que nous avons des relations fortes avec la Grèce, elle aussi, et elle est venue à une soirée de notre association, à la Presqu'île, l'association des amis des éditions Bruno Doucet. Et une fois par an, on propose une partie d'une soirée, la nuit de la Presqu'île, avec une petite scène ouverte. Et en fait, on a découvert le premier texte, qui est le premier texte fondateur de ce recueil merveilleux, comme ça. C'est-à-dire que d'un coup, elle était sur scène en train de nous le lire. Donc, c'est tout un chemin. Alors après, c'est pas parce qu'elle nous a lu ce texte qu'ensuite, il y a eu un gros travail, elle en a écrit d'autres, le recueil lui-même était à construire, ils ont beaucoup travaillé avec Bruno sur... voilà. Mais je crois que c'est des petits chemins qui conduisent... vous savez que le livre dont on parle a eu la pépite au Salon de Montreuil, décerné par des ados quand même. Voilà. Ouais, voilà ce livre. Puis à côté de ce beau livre orangé, j'en mets un autre bleu nuit avec un titre que j'adore, Le cœur à 3 heures du matin. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, Ayat. Non? Alors à découvrir parce que c'est Peter Bakowski, c'est un poète australien. Alors l'Australie, c'est loin, c'est pas évident. En plus, Muriel et moi, on n'y est jamais allé, pas encore. Mais par contre, Peter, il est venu ici, il a passé un mois chez nous, sur le canapé de la maison avec sa femme, pour une tournée en France, essentiellement parce qu'on ne pouvait pas lui payer un mois d'hôtel, hein. Mais croyez-moi, ça crée des liens absolument formidables. Après, c'est une amitié à vie, hein. Et voilà, donc Peter Bakowski, Le cœur à 3 heures du matin, ça illustre bien ce qu'on est en train de dire. Allez, je vous en donne 3 des petits poèmes. Ce qu'il appelle, c'est ultra short poems. Donc, lui, c'est toujours en bilingue, bien sûr. Asile. On peut se reposer à l'ombre d'un arbre, mais pas à l'ombre d'une hache. Deuxième poème, l'adolescent. L'adolescent, ses parents le comprennent un peu moins à chaque piercing. Et puis le troisième, formidable, météo intérieure. Ça va bien avec tous les gens que nous sommes dans le confinement. Écoutez, météo intérieure, parfois tes pensées peuvent te faire pleurer, parfois tes pleurs peuvent te faire penser. Voilà, il y a cet humour tendre, plein d'humanité. Ben voilà, ça c'est des découvertes comme ça et c'est ce qui nous fait battre le cœur. Et c'est pour ça que nous faisons ce travail. On est quasiment dans l'aphorisme. Alors là, parce que je ne veux pas vous asséner des poèmes trop longs, mais non, il y a 3 poèmes courts à la fin, mais tout le reste, ce sont des textes assez longs, absolument passionnants. Voilà, c'est une espèce de beatnik australien que Peter Bakowski. Et du coup, juste pour compléter, moi j'ai adoré, on parle beaucoup de lecture poème sur le chat. Moi je vous ai beaucoup écouté pendant le premier confinement, en mars-avril, donc merci beaucoup. Et j'aime beaucoup effectivement la notion de poème lu, mais poème entendu aussi. Je pense que les deux sont très complémentaires. Toutes les maisons d'édition ne le font pas. Donc merci à vous de le faire sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Bruno Doucet. Sur Instagram. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant le confinement, donc merci. Merci beaucoup. Bah oui, en fait, c'est quand même c'est un de nos dadas, hein, l'oralité. Là encore, je ne sais plus parce que vous parlez beaucoup, je n'ai pas repéré qui avait dit quoi, mais il y a quelqu'un qui disait que la lecture donnait envie d'écouter plus que de lire. Alors, nous, on fait le pari que la lecture donne envie de lire aussi. C'est-à-dire que quand même, les poèmes sont faits pour être mis dans l'oreille aussi, mais que peut-être, quand on vous les a offerts avec la voix, vous les avez rencontrés. Et alors, vous allez peut-être poursuivre dans le livre, alors que sinon, c'est un peu intimidant parfois d'ouvrir un livre de poèmes. Donc c'était aussi ça le désir de cette oralité, c'est aussi ça, le fait d'essayer par tous les moyens de lire dans toutes circonstances et de vous offrir des petites vidéos. Et vous avez dit le mot magique, entre guillemets, c'est ça, c'est que vous avez offert des poèmes. C'est exactement ça, et je pense que c'est ça qui touche aussi les lecteurs. C'est une voix, c'est un texte, mais c'est surtout une voix. Et en effet, ça a marqué, je pense, certains d'entre nous. Non, mais nous, notre rêve, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse un jour le réaliser, mais
c'est que les gens puissent aller en librairie acheter le livre avec leur carte vitale. C'est ça notre idée. C'est ce qu'on aimerait, idéalement. Mais on sait que la poésie fait tellement de bien. Je disais tout à l'heure qu'elle est indispensable dans les temps dans les temps de crise, dans les temps de détresse. Mais pourquoi? Parce que elle nous relie aux autres. Elle nous relie d'ailleurs sans faire référence à la norme écrite. On peut entrer en poésie même si on n'a pas une maîtrise de la langue, même si on n'a pas une culture d'érudit, même si on n'a pas fait des études littéraires. On nous a fait croire le contraire quand on était lycéen, étudiant, et on en comprend bien les raisons. Mais la poésie, elle est un chant universel, et elle est la manière la plus simple, la plus directe et peut-être la plus juste de nous accorder à la présence des autres. Et puis, vous savez, il faut être deux pour faire un poème. Hein. Il faut quelqu'un pour l'écrire, certes, mais il faut quelqu'un pour le lire. Et un poème qui n'est pas lu n'existe pas. Et d'ailleurs, ouvrons n'importe quel livre de poèmes. J'ouvre le livre de Caterina Apostolopoulou, vous voyez, elle est comme les autres, elle est assez paresseuse, elle n'est pas allée au bout de la ligne. Parfois, elle remplit même pas toutes les pages. Regardez, il y a du blanc partout. Mais vous savez à quoi il sert le blanc? Il est pour vous, pour que vous puissiez prendre un crayon et continuer. Il est l'espace accordé à autrui. Alors, ce n'est pas qu'une boutade, c'est-à-dire que le poème, c'est un espace ouvert, offert à la liberté d'interprétation d'autrui. Bruno, Sandra dit il y a des enseignants qui font vivre la poésie intensément. Oui, oui, hein, évidemment. Il y a des enseignants qui lisent des poèmes tous les matins en école primaire à leurs élèves, Ouais. toutes les rencontres en collège, évidemment, évidemment. Ce blanc pour nous, je pense que personne n'y avait pensé. C'est absolument génial comme idée. Même si je m'interdis d'écrire sur les livres, peut-être ferai-je une exception avec les vôtres. Oui, mais on peut écrire dans sa tête. Hein. C'est-à-dire Oui. que lorsque vous lisez, par exemple, en classe, un poème à 30 enfants, eh bien, il y a parfois 30 interprétations différentes du poème. Des regards multiples, des perceptions complètement différentes. C'est-à-dire que vraiment, les possibilités d'appropriation du texte poétique par son récepteur sont immenses. Mais c'est logique par rapport au roman, par exemple. Nous n'avons pas la trajectoire d'une narration, nous n'avons pas le séquençage en chapitres. Le livre, nous pouvons le grappiller. Peter Bakowski, vous pouvez le prendre n'importe où. Vous pouvez le lire en diagonale, commencer par la fin, etc. Revenir 10 fois sur le même poème. Nous avons ce droit du grappillage. Nous pouvons grappiller le texte. Donc, il y a une grande liberté offerte à autrui. Et je crois que c'est ça, au fond, un poème. Le sens n'est pas détenu par celui qui l'a produit. Ben, c'est génial. Le sens n'est pas détenu par celui qui le produit. Il n'est pas le propriétaire de son texte. Voilà. Alors, pardon, Aniros, il y a une question qui me brûle les lèvres, mais à une certaine époque, les jeunes hommes séduisaient les femmes avec des poèmes. Où se situe le basculement? Pourquoi y a-t-il eu un basculement à un moment donné de ces mots qui n'étaient plus considérés qui étaient considérés même comme obsolètes ou entre guillemets, qui n'étaient plus dans la norme de la jeunesse? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Bon, moi, je n'ose pas répondre, parce que je n'ai jamais connu ça. Moi, je Moi non plus. pense que l'amour, voilà, est indissociable de la poésie. Ouais, les poètes continuent à séduire fortement. Les hommes ne comprennent rien, ceux qui ne font pas de poésie, parce qu'il suffit d'envoyer un petit SMS un peu poétique et là, ça y est, c'est bon. Et vous en êtes la preuve, Muriel. Est-ce que j'ai le droit de vous raconter une petite anecdote strictement privée que Muriel, je n'ai jamais entendue? Bah oui, tu peux t'attendre au pire. Il y a une dizaine d'années, j'étais parti en Nouvelle-Calédonie avec plusieurs poètes, notamment un jeune poète haïtien talentueux que nous avons publié, qui s'appelle James Noël. Et un jour, on s'est échappé du
du salon où nous étions. On a pris un bateau à Nouméa. On est allé sur une petite île qu'on voyait, mais vraiment depuis le rivage, hein, un îlot. Je crois que ça s'appelle l'îlot aux canards. On est allé là-bas pour se baigner. On avait palmes, masques, tuba. On était immensément heureux au milieu des poissons. On se baignait. Et il y avait un petit groupe de jeunes filles, de jeunes femmes qui étaient là. Et puis, il y avait un groupe de légionnaires aussi. Et à un moment donné, on a commencé à dire de la poésie. Et 5 minutes après, les jeunes filles étaient autour de nous. Et les légionnaires nous regardaient en disant, mais c'est quoi votre truc, hein? Mais comment vous avez fait pour les intéresser? Parce que nous, on a tout essayé, mais il n'y avait rien à faire. Voilà. Et Bruno, on peut dire que quand tu es dans les établissements scolaires, des fois aussi, tu leur fais de la formation avec le poème en 6 SMS. Là, Ah, mais c'est pas un poème, Muriel. Ah, bah, Ah, il est là, publié il y a dans une un histoire. recueil de poèmes dont je suis l'éditrice, alors ça va pas, hein, Ah, c'est pas un poème. non, mais là, il y a un petit malentendu entre Muriel et moi. Il va falloir qu'on accorde nos violons. Non, c'est très simple. C'est qu'un jour, nous partions l'un et l'autre avec notre petite valise, comme le font souvent les écrivains. Elle au nord et moi au sud. Et on a fait 2 stations de métro ensemble. On s'est dit au revoir pour 8 jours. Et puis, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à lui envoyer un petit SMS pour lui dire tu me manques déjà. Et je me suis dit, mais c'est quoi être poète si c'est pour dire tu me manques déjà de cette façon-là? Elle va te répondre, bien sûr, mais si tu recommences dans 2 heures, elle te répondra encore et à midi, elle ne te répondra plus. Parce que les mots, même les mots d'amour, à force d'être rabâchés, finissent par ressembler à des chaussettes qui ont plus d'élastique, plus de trous, plus de... Alors, disons les choses autrement. Alors, j'essaie de dire les choses autrement et je lui envoie une simple phrase en lui disant qu'est-ce que le jour sans ta présence? Je remets le téléphone dans la poche et le téléphone vibre. Je regarde et Muriel me dit oh, continue. Alors, puisque j'avais posé une question, je donne la réponse. Qu'est-ce que le jour sans ta présence? Une volière, porte fermée et l'oiseau dans les airs. Voilà, le mythe des petits inséparables, vous savez, qui meurent si on les sépare. Voilà. Et je pensais être tranquille, mais pas du tout. Le téléphone s'est mis à vibrer de façon frénétique. Continue, continue. Alors, j'ai posé une deuxième question. Qu'est-ce que la nuit en ta présence? Je vais m'arrêter là. Si je raconte les choses ainsi dans un collège, par exemple, je ne peux plus m'arrêter parce que les enfants veulent savoir ce qui se passe la nuit en ta présence. Alors, qu'est-ce que le jour en ta présence? Une volière, porte fermée et l'oiseau dans les airs. Qu'est-ce que la nuit en ta présence? Des branches qui se nouent sous les draps de la neige. Bon, j'ai continué comme ça. Il y a eu 7 SMS. Et puis après, je suis parti pour une semaine. Je suis revenu. Un mois plus tard, je me suis fait voler mon téléphone. Je n'avais plus aucune trace de tout ça. Et 2 ans plus tard, mais 2 ans plus tard, je préparais l'édition d'un recueil dont Muriel devenait l'éditrice. Et puis elle me dit, au moment de découvrir mon manuscrit, ben, il est bien, mais il manque un poème. Ah bon, mais lequel? Ben, le poème écrit, tu sais, les SMS. Je dis, mais quel SMS? Mais de quoi tu parles? Elle me dit, ben, les 7 SMS que tu m'as envoyés il y a 2 ans. Je dis, mais un, je ne m'en souviens plus. Deux, je ne les ai pas recopiés. C'était pour toi. Et voilà. Et trois, ça ne regarde personne d'autre. Et Muriel m'a sorti un petit carnet, elle avait recopié. Hein. Les femmes sont extraordinaires. Elle avait recopié les 7 Vous petits auriez fait SMS pareil, hein. sur un carnet, et elle me dit, regarde, quand on les lit comme ça fait 7 petites strophes, comme 7 petits haïkus, et c'est un poème. Il ne manque que le titre. Alors c'est devenu Petite comptine amoureuse en 7 SMS et 2 questions ordinaires. C'est la seule fois où j'ai eu un titre plus long que le poème. Voilà. Ben, c'est ça la poésie. Quelle anecdote. Parfois, c'est un texte qui n'est écrit que pour une personne et qui va être lu par 100 ou 1000 autres personnes qui ont le sentiment que ça pourrait être écrit pour elles, pour eux. Ben, euh,
puisqu'on est parti là-dessus, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir, mais moi, j'en raconte une autre d'histoire, mais vite. Hein. Mais on était dans un salon du livre et Bruno, un festival de poésie plutôt. Et Bruno était sur une scène et il lit 3 poèmes d'amour qu'elle avait écrits pour moi quand même. Bon. Et je vois une femme qui était, c'était en plein air, elle était derrière et elle s'avance progressivement vers la scène, il continue à lire ses poèmes. Et quand il a fini les 3 poèmes, bon, c'était le tour de quelqu'un d'autre, donc il descend de la scène, j'étais juste derrière, vous imaginez, j'étais derrière, voilà. Et cette femme lui dit, donnez-moi ces poèmes, ils sont écrits pour moi. C'était incroyable. Bon, est-ce que j'ai rigolé? Allez, je ne suis pas sûre, mais on enfin, lui a donné les poèmes. Hein, évidemment qu'on lui a donné les poèmes. C'était encore inédit en plus. Très bien, très bien. Annie Rose, alors Annie Rose, c'est particulier parce que c'est elle, il faut rendre à César, c'est elle, c'est grâce à elle que cette rencontre a vu le jour. Donc merci infiniment Annie Rose, parce que je pense que peut-être que sans toi, nous serions passés à côté et c'eût été un grand gâchis. Voilà. Alors merci. Ah, mais de rien, parce que je pense qu'on vit un magnifique moment ce soir, donc tant mieux. Comme Hayat, moi, l'un de mes derniers coups de cœur, c'est J'ai vu Sisyphe heureux, donc de Katarina Apostolopoulou. Moi, je suis super contente qu'elle ait gagné du coup la pépite ado à Montreuil. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler, Muriel et Bruno, un peu de poésie narrative, qui je trouve est une super porte d'entrée pour tous ceux qui lisent peu de poésie? Et est-ce qu'on peut avoir un peu les coulisses de la délibération de la pépite? Parce que je pense que ça rassurera tous ceux qui imaginent que les ados ne lisent pas. Ah oui, grand plaisir. Merci pour ta question, Annie Rose. Alors déjà, la poésie narrative, c'est pas que je lui prends la parole, c'est parce que c'est mon dada. Alors, parce que en fait, j'ai aussi créé une collection jeunesse qui s'appelle Poésie Histoire. Et l'idée de cette collection, ce qui s'adresse aux plus jeunes, hein, y compris dès l'école primaire, c'est de mettre bout à bout des poèmes qui, a priori, ne sont pas faits forcément pour être ensemble, mais qui, lus en continu, racontent une ou des histoires. Voilà. Et alors, en plus, il y a un visuel et un illustrateur qui est invité à l'intérieur pour faire lui-même son propre film. C'est-à-dire que vraiment, nous sommes convaincus que la poésie, justement, raconte des histoires. Et ce ne sont pas que des petits morceaux figés. Peut-être tu en as des poésies histoires vers toi, Bruno? Ouais. Ouais, je les ai. Moi, j'ai mon dernier, là, par exemple. Bah, tu vois, celui-là, voilà, Le tournesol et la fleur du rhum. Et donc, en fait, vous lisez le livre avec les images, comme ça, et les poèmes sont, si vous lisez à la suite, vous voyez, c'est un peu comme si vous lisiez une histoire, justement. Voilà. Et donc, je n'ai pas répondu à la question, mais la parution de la collection Poésie-Histoire, donc les 4 premiers livres sont de l'année dernière, il y en a 5 maintenant, c'est la même année finalement que Katerina Apostolopoulou. Alors, J'ai vu Sisyphe heureux, ce sont 3 poèmes narratifs qui racontent 3 histoires. Et on a eu déjà l'incroyable surprise, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas, que ceux qui sélectionnent les livres qui seront présentés au jury adolescent pour la pépite, ce sont les personnes qui travaillent pour le Salon du Livre de Montreuil, qui sont toutes tombées en amour, comme vous qui l'aimez, avec J'ai vu Sisyphe heureux, et l'ont sélectionné, mais au milieu de romans, vous imaginez, puis pas des moindres, de grands auteurs, des grandes autrices, des grandes maisons qui font du roman jeunesse d'une immense qualité. Et il y avait 5 livres, hein, c'est bien ça? 5, je crois. Hein. Donc, nous, on était déjà tellement contents que le livre de Katerina soit sélectionné. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jury? Eh bien, les jeunes se sont dit à quoi sert notre prix? Et alors, en discutant entre eux, ils se sont dit mais en fait, si nous, on n'était pas membres du jury Pépite, eh bien, nous n'aurions pas lu ce livre. Donc, quel dommage, parce que ce livre est magnifique. Les autres, on les aurait peut-être rencontrés. Les autres, on les aurait peut-être lus. Donc, à quoi peut servir notre prix? Eh bien, en fait, il pourrait servir à mettre en valeur, aider ce livre qui peut-être sinon ne rencontrera pas son public. Et vous imaginez ça? Ils ont eu une discussion très sérieuse entre eux
Et à l'arrivée, ils ont choisi, alors que chacun était arrivé à la réunion du jury avec, pas forcément ce livre-là qu'on préférait, ils en avaient d'autres aussi, mais il y en avait une ou deux, notamment une fille qui adorait ce livre, et elle a dit, mais il faut qu'on donne la chance. Et comme les autres l'avaient aimé aussi, ils ont rediscuté, puis ils ont dit, mais voilà, c'est quand même... c'est quand même magique, quoi. Et qu'on vienne nous dire effectivement que les adolescents, ça c'est pas lire et enfin bon. Tu veux peut-être compléter, Bruno? Non, c'est bien, c'est parfait. Mais simplement juste un mot pour dire qu'effectivement, la poésie narrative, on a l'impression qu'elle vient d'ailleurs et qu'elle est récente dans l'histoire de notre culture, parce que c'est une poésie qui nous vient essentiellement des pays anglo-saxons, des États-Unis aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, elle était déjà là chez nous depuis très très longtemps, depuis des temps immémoriaux. Elle était là, la poésie narrative, chez les Grecs de l'Antiquité. Homère, l'Iliade, l'Odyssée, c'est de la poésie narrative. Mais oui, complètement. Elle était là au Moyen Âge aussi, avec les fabliaux, la chanson de geste, les chansons de geste, etc. Donc, en fait, elle a toujours, c'est un petit peu comme comme un serpent de mer qui apparaît, qui disparaît. Ce qui est intéressant aujourd'hui, on le voit avec le livre de Caterina, c'est qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde et qu'elle parle de la vie des gens. Elle ne raconte pas des épopées comme l'ont fait les poètes du passé, mais elle s'attache à ces héros ordinaires, en l'occurrence là, les petites gens du peuple grec, qui sont confrontés parfois à des vies difficiles, mais qui ne se départissent jamais ni de leur joie de vivre, ni de leur solidarité. Donc c'est vraiment un texte qui offre une réponse aux temps inquiets que nous traversons. Sandra? Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Et puis merci d'abord, merci pour cette rencontre magnifique. C'est beau et passionnant. Et puis de parler de poésie, c'est trop rare. Donc merci pour ça. Merci pour le message que vous diffusez. Justement, j'ai une question peut-être un peu plus, je sais pas, personnelle ou plutôt, oui, plus personnelle. Je voulais savoir ce qui vous animait véritablement en fait face à la poésie, face à un poème. Est-ce que c'est particulièrement, je sais pas, la liberté qui émane du poème, justement, puisque vous parliez de la liberté? Est-ce que ce sont les sonorités, la forme, les sujets abordés? Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous anime en premier quand vous lisez un texte poétique? J'ai envie de vous répondre avec un poème. Je peux? Parce que je crois que Très bonne idée. j'ai essayé de dire, voilà, je vais mieux le faire avec le poème, peut-être que d'une façon plus réflexive. C'est un texte qui figure dans le livre que Muriel, dans la collection que Muriel a évoquée, La vie est belle. Voilà, et un livre de mes poèmes avec une artiste qui s'appelle Nathalie Novi. Et dedans, il y a un poème qui s'appelle Le pain de ton regard. Alors, j'ai essayé de parler de ce qu'est le pain du poème. Alors, voilà le texte. La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une envie de vivre que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à quatre mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes. À chaque fois, je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Voilà. Alors, merci, c'est magnifique. Merci. Je ne sais pas si le poème, Sandra, répond bien à votre question. Je crois qu'il va au-delà de mes espérances, bien au-delà. Pour moi, je vais juste dire une phrase pour compléter
ce que je viens de dire. En fait, c'est que écrire de la poésie, lire de la poésie, me permet depuis l'enfance de me sentir davantage vivant, de me sentir au moins 2 fois vivant, une fois en vivant les choses, et puis une autre fois en les écrivant. Je pense que la littérature, elle sert à ça, elle sert à démultiplier le réel. Et la poésie en particulier permet ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un partage des émotions. Quelqu'un vient de dire, là, j'ai la chair de poule. Moi aussi, quand je lis des poèmes, moi aussi, je frissonne. Et c'est ça, et c'est ce frisson que je recherche en écrivant des poèmes, mais en lisant des poèmes. Et vous savez quoi? Je pense que si vous me demandez pourquoi je suis devenu éditeur de poésie, c'est pour ça, hein. C'est pour piéger la poésie dans mon quotidien. Parce que je ne peux pas, en tant que poète, être 24 heures sur 24 habité par la poésie. Mais je n'y arrive pas. Il y a des moments où elle me déserte. Il y a des périodes de ma vie où je n'arrive pas à écrire des poèmes. Et puis, il y a des moments où j'ai l'impression d'entrer dans une mine et d'explorer un filon et de pouvoir poursuivre comme ça. Mais ça s'arrête parfois. Le conduit s'interrompt et il faut vivre d'autres expériences. Bon, on ne peut pas être en état de poésie 24 heures sur 24, ou alors je crois qu'on se retrouve dans une situation comparable à celle de Rimbaud, c'est 2 ans de sa vie, 3 ans de sa vie, et c'est une brûlure. Alors, pour pouvoir assigner la poésie à résidence dans mon existence, je suis devenu éditeur de poètes. Voilà, c'est ça. Si vous deviez chacun d'entre vous donner un titre pour entrer en poésie, est-ce qu'il y en a un qui se sépare, qui a une attention particulière? La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit les trois identiques. Donc, un chacun si possible. Pour entrer en poésie, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'apprécie pas forcément la poésie ou qui a du mal à y rentrer, un ouvrage qui lui permet de rentrer dans le catalogue Bruno Doucet et de ne plus jamais en ressortir. Moi, j'ai répondu dans les commentaires, Ariane. donc Oui. je commence comme ça, on est sûr qu'on ne se marche pas dessus. Ouais. Moi, j'ai proposé Celle qui mangeait le riz froid de Moon Chung-hee, donc, qui est une poète coréenne et qui fait un peu partie de nos incontournables. Déjà parce que il y a une grande, comme je le disais, une grande simplicité dans la langue, donc il est très accessible en termes de langue. Et en même temps, il a ce truc qui, moi, me touche particulièrement en poésie, c'est ces images complètement inattendues qui arrivent dans le poème et qui font qu'on se dit waouh, c'est ça la poésie en fait. Et c'est quelque chose que j'avais. Enfin, c'est un des textes que j'avais lu en découvrant les éditions quand j'y travaillais pas encore et qui m'a rappelé un peu la découverte, par exemple, du surréalisme quand j'étais plus jeune, en me disant ces images un peu folles qui surgissent dans le texte, c'est ça qui est d'exceptionnel dans ce type de littérature. Donc, c'est un texte qu'on conseille beaucoup, beaucoup en festival et en salon et qu'on conseille beaucoup à des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent et qui demandent à être surpris. Donc, je le mettrai en numéro 1. Vas-y, Bruno, toi. Vas-y, j'ai beaucoup de mal à trancher. Moi aussi, hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à trancher aussi, mais je vais partir sur ce petit livre bleu, voilà, de Yanis Ritsos. Désolé, Muriel, je t'ai bien fait de le laisser démarrer. Voilà. Ce texte-là, alors Yanis Ritsos, c'est un grand poète grec, on en reparlera tout à l'heure. C'est un texte de jeunesse. C'est un texte qu'il a écrit dans une période extrêmement difficile de sa vie. Il était enfermé dans un sanatorium parce qu'il était malade, on ne donnait pas cher de sa peau. C'était la dictature, il avait perdu un à un tous les membres de sa famille. Bon, c'était un jeune homme totalement désespéré que nous aurions pu découvrir dans ce livre. Or, ce livre, c'est de la vitamine P, comme dit Jean-Pierre Siméon. C'est-à-dire, c'est la vitamine poésie. C'est
l'effervescence du printemps, un lyrisme un peu débridé, celui d'un jeune auteur qui n'a qu'une trentaine d'années, mais c'est un texte qui nous raccorde avec le monde. C'est un hymne à la nature, au printemps, voilà, dans lequel il dit qu'il est le ciel étoilé des moissons. Et puis c'est aussi un texte qui exprime son idéal de fraternité. C'est un texte d'un lyrisme explosif, un long chant. C'est un seul poème, enfin un long chant enfin il y a plusieurs sections bien évidemment que nous avons publié en bilingue, et c'est une tentative réussie de libération par les voies de l'imaginaire. Voilà. Donc celui-là, je l'adore, et je rencontre sans arrêt des gens qui l'ont dans leur sac. Par exemple, un jour, dans un salon, je rencontre Karl Norak, le poète belge. Et Karl me dit, il va falloir que je vienne te racheter mon livre de chevet, là, parce qu'il est dans mon sac. Je l'ai complètement détruit. Pourtant, les livres sont solides, mais il va falloir que je le rachète. Ça fait 2 ans que j'ai dans ma poche Symphonie du printemps, dans ma poche, dans mon sac, partout. Je l'emmène partout avec moi. Et je l'ai déjà lu 25 fois, mais je continue à le lire parce que ce livre me procure un bien-être indicible. C'est vrai que le format de ces livres-là est très pratique, très pratique. Oui, oui. Bon, Muriel, je suis désolé, mais il va falloir trancher. Puisque, bon, alors Ritsos, il l'a pris. J'ai failli partir sur ma rame, mais en fait, je vais vous. Bon, c'est pas parce qu'il est là, mais je crois que moi, c'est Ceux qui se taisent, en fait. Un recueil de Bruno que je conseille pour entrer dans le catalogue et aussi dans la poésie. Alors pourquoi Ceux qui se taisent? C'est un recueil qui est composé en 3 parties. Et chacune des parties, en fait, donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donc déjà, moi, je pense que la vertu de la poésie, c'est aussi ça, de savoir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont plus. La deuxième chose, c'est que parfois, on pense que la poésie ne peut pas parler de tous les sujets. Parfois, on pense que ça doit être justement qu'un certain type de thématique. Or, avec Ceux qui se taisent, vous avez aussi des choses de l'actualité, du quotidien, et dans une langue très simple. Et vous voyez à quel point c'est de la poésie. Alors, la première partie du livre se passe dans un petit village de Crète, en pleine époque de la crise. Et donc, ça parle de ces gens simples qui sont en train de garder la tête haute au milieu de cette situation. Ce sont des portraits de personnes, voilà. La deuxième partie, ce sont des textes qui s'adressent à un ami sur son mort. Et je dois dire que cette partie-là, ce sont des textes tellement puissants, et bien qu'en permanence, en fait, on les offre quand les gens, les amis, les proches nous disent « Tu n'aurais pas un poème dans des occasions de décès ?» Vous avez remarqué que pour les naissances et pour les morts, on va chercher la poésie, peut-être encore plus que pour d'autres situations. Voilà, bon, par exemple, cette partie-là me touche particulièrement. Et la troisième partie, donc la première, c'est la Crète, la deuxième, c'est Île, et la troisième, c'est Créteil. Crête-île, enfin bon. C'est une femme, une mère, dont le fils est tombé dans le djihad, qui habite en banlieue, et c'est elle qui parle. Et ce livre est écrit au moment des attentats. Donc voilà, donc je vous le raconte peut-être assez mal, mais je trouve qu'il en dit aussi beaucoup de ce que c'est qu'une poésie qui nous rejoint, qui nous touche, qui nous parle à nous-mêmes et qui nous parle aussi du monde dans lequel nous sommes. Donc, bon, voilà. Je ne l'ai pas avec moi. Il est blanc aussi, comme celui que Bruno vous a montré. Voilà, c'est ça. Et en effet, c'est une très belle porte d'entrée, oui, pour accrocher Tu au as réel. oublié de dire, Muriel, qu'il y avait des poèmes d'amour. C'est vrai. Que chacune des 3 sections s'ouvre et se ferme sur un poème d'amour. Et ce sont des textes qui sont là pour prendre soin aussi du lecteur. Parce qu'il y a des passages qui peuvent être un peu plus durs ou des thématiques, comme tu l'as dit, plus âpres. Voilà. Et donc, le poème, il est là aussi pour apaiser. J'ai dit déjà 2 fois réaccorder, mais je trouve que c'est juste. Parce que les humains, on est parfois comme des instruments de musique. L'humain, c'est un bois tendre celui dont on fait les instruments.
et les instruments, ils se désaccordent. Et la poésie, elle sert à cela, à se réaccorder aux autres, à soi-même, et voilà. On n'a pas encore parlé des couvertures et de cette diagonale du fou, comme vous l'appelez, cette Ouais. diagonale avec ce tramage en diagonale qu'on ne peut pas forcément voir par écran, mais qu'on voit très bien en physique. Justement, est-ce que la diagonale, ça symbolise aussi le fait qu'on puisse piocher dans chaque recueil et qu'on peut lire un ouvrage de poésie en diagonale? Absolument, oui. On La peut dire diagonale, ça. c'est la ligne. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. La diagonale, déjà, c'est la ligne la plus grande dans un carré, hein. Donc déjà, ça dit quelque chose de ce qu'est le poème. Oui. La ligne de poésie est la ligne la plus grande possible dans un texte, dans un livre. Donc voilà, il y avait déjà cette idée-là. Et puis après, il y a une envie de voyage. La diagonale, elle nous a tout de suite en dehors du carré, du cadre. Elle suggère le hors-champ. Et la poésie, c'est ça aussi. C'est un art qui laisse entendre ce que les mots ne disent pas. C'est un pouvoir de suggestion qui s'y exprime. Et puis enfin, il faut bien ressembler à quelque chose. Donc, quand on crée une maison d'édition, on a deux options. Soit on imite, soit on invente. On peut imiter de façon géniale, hein. On peut se mettre dans le sillage d'une maison qu'on admire. On pouvait faire, par exemple, de belles couvertures façon Actes Sud, avec un format vertical un peu allongé, des reproductions de tableaux, enfin bref, où on pouvait faire un livre blanc avec un liseré rouge ou vert, voilà. Et nous, on a essayé de faire quelque chose que pratiquement personne ne fait, quoi. C'est-à-dire, je pense que vous ne connaissez pas d'autres maisons d'édition qui ont ce tramage en diagonale et en y associant des couleurs parfois flashy, voilà, pour dire aussi que au fond, on allait en faire voir de toutes les couleurs au lecteur. Oui, et puis c'est pas triste la poésie. Puis bon, on est aussi le drôle de zèbre, donc les rayures c'était pas mal. Et puis en même temps, de toute façon, on a tellement entendu que créer une maison d'édition qui ne publie que de la poésie, c'était être complètement zinzin, que la diagonale du fou, c'était pour nous aussi. Donc ça nous va toujours bien d'ailleurs. C'est parfait. Et justement, est-ce que vous avez un graphiste qui fait ça? Ou j'imagine que oui, est-ce qu'on peut Oui, peut-être le citer? Ah oui. oui, bien sûr. Alors, on a un graphiste, un studio un studio de graphisme qui se trouve à Strasbourg, qui s'appelle Dans les villes, animé par deux graphistes exceptionnels, Philippe Delangle et François Rigue. Et nous travaillons exclusivement avec eux. Ils étaient là dès le départ. Et voilà. On a tout conçu. Oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez un bateau nommé Poésie. Il y a les 10 mots qui incarnent notre ligne éditoriale, mais il y a aussi les 10 mots du graphisme dans cet ouvrage pour soulever un petit peu le voile aussi de tout ce qu'on a conçu graphiquement de manière serrée avec eux. On a oublié de préciser que vous étiez trois à travailler chez Bruno Doucet. Peut-être faire un petit rappel de l'organigramme, entre guillemets, de savoir comment vous vous organisez ensemble. Allez, Ariane. Vas-y, bosse-toi plutôt. Bruno. Alors nous sommes 3, 4, 5, je ne sais pas exactement comment il faut compter. 3 salariés. Mathilde, qui n'est pas là ce soir, mais qui est en apprentissage, donc qui est une apprentie qui est 3 jours par semaine et qui est en charge des questions administratives. Ariane, qui est là. Alors, on a dit comment? La Speedy Gonzalez. Oui, Gonzalez tout à de la fait. com. Il paraît. Alors, Ariane qui a fait son apprentissage chez nous. Hein? Ça commence à dater, hein? Ouais, ça fait 4 oui, ans. hein, Ouais. Voilà. Et 2 ans d'apprentissage, ouais. Et 2 ans de CDI. Oh, il y a un chat. Voilà, et qui est chargé de communication, mais qui aussi travaille en relation avec les libraires, voilà, qui fait un travail tout à fait remarquable et qui s'est rendu indispensable immédiatement. Voilà, immédiatement.
Il Vous faut savez, c'est prendre un les peu la... compliments, Ariane. Il faut les Ah, prendre. mais c'est la tour Ah de ouais. contrôle, hein. C'est la tour de contrôle dans un aéroport. Vous savez, là, il faut regarder tous les côtés, il faut rien laisser passer. Enfin, voilà. Alors, on a aussi une bénévole extraordinaire, c'est Muriel. Voilà. C'est incroyable, ça fait quand même 10 ans qu'elle travaille bénévolement. Alors, par contre, on lui offre les livres quand même, hein. On lui offre les livres et puis elle dirige 3 collections qui ont le vent en poupe. La collection Poésie idéale, qui est une collection d'anthologie pour les adolescents autour de valeurs à défendre, le pacifisme, la liberté, l'accueil de l'autre, etc. Et puis, une collection qui s'appelle Poésie Histoire, elle vous en a parlé tout à l'heure, et la collection sur le fil, dont on parlera dans un petit moment. Ça tombe bien, c'est Voilà. maintenant, justement. Donc la transition est parfaite. On va pouvoir parler de ce roman Ne pleure pas sur la Grèce. On va peut-être commencer déjà par vous demander, Bruno, qui est Yanis Ritsos? Lorsque Odysseas Elitis, le poète grec, a eu le prix Nobel de littérature, il était tout gêné. Il était très fier, évidemment, mais il a dit, mais vous savez, vous auriez aussi pu le donner à mon ami, mon frère Yanis Ritsos, car il est voilà, un immense poète de la Grèce. C'est un poète qui est né au début du XXe siècle, qui est mort en 1990. Alors, la Grèce, hein, c'est de multiples pays, en fait, la Grèce. Alors, d'où vient-il? Ça, c'est important pour le comprendre. Il vient de la presqu'île de Monemvasia, dans le Péloponnèse, et il est né dans une famille d'anciens patriciens vénitiens, très riches. Son père donnait du travail à des dizaines et des dizaines de familles de laboureurs. Et puis, quelques années plus tard, Yanis Ritsos se retrouve seul dans les rues d'Athènes, quasiment obligé de faire des petits boulots pour ne pas mendier son existence, parce qu'entre-temps, il a tout perdu. Sa famille a été décimée par la tuberculose. Son grand-père a été assassiné par des brigands. Son père est devenu fou. Il a sombré dans l'alcool et il a sombré dans la passion folle du jeu. Et il a vendu jusqu'à la dernière terre, jusqu'au dernier arpent de vigne, jusqu'à la dernière ferme. Voilà. Et Yanis Ritsos découvre à 20 ans, finalement, qu'il ne lui reste rien, si ce n'est la poésie. Donc ça démarre comme ça, la vie de Yanis Ritsos. Et il va devenir le poète de la fraternité poétique, une grande voix engagée et quelqu'un qui est habité par la poésie. Imaginez, il a écrit à peu près 70 recueils dans son existence, et des pièces de théâtre, des essais, etc. Et puis, il est aussi le chantre de la liberté en Grèce. Alors, il est né à une époque où le peuple grec a subi le joug de plusieurs dictatures. Ça a commencé pour lui très tôt, dès les années 20, et à chaque fois, c'est quelqu'un qui a subi le joug de la dictature, mais sans jamais baisser les bras. Alors, il a connu la prison. Et les prisons en Grèce sont des îles à ciel ouvert, des bagnes. Il a été, pendant la guerre civile, déporté sur l'île de Macronissos, au large du Cap Sounion. Et puis, pendant sous la dictature des colonels, à partir du coup d'État du 21 avril 1967, eh bien, il sera déporté sur un îlot des Cyclades, l'îlot de Iarros, qui est un endroit qui était connu depuis l'Antiquité comme étant particulièrement hostile. C'était un lieu de réclusion, un lieu d'enfermement depuis toujours, parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'un rocher, voilà, une côte insalubre. Et il y a passé une année avant d'être ensuite transféré dans le Dodécanèse. Le Dodécanèse est un archipel qui se trouve tout près de l'Asie mineure, pas loin des côtes turques. Et là, il a été interné sur l'île de Léros. Léros, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a c'est un lieu d'accueil des migrants aujourd'hui. Voilà, et c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé
une seule ligne au désespoir. C'est vraiment extraordinaire, mais il n'y a pas de place pour le désespoir dans l'écriture de Yanis Ritsos. Et voilà. Alors moi, ça commençait mal. Et nous plaignons de la période actuelle. Anthony a bien raison. Ouais. Voilà. Et alors cet ouvrage, il apparaît dans cette collection Sur le fil de ces romans où le destin d'un poète croise la grande histoire. Justement, comment vous est venue cette vocation-là de croiser plusieurs poètes assassinés ou en tout cas maltraités dans l'histoire et d'en faire un roman, puisque c'est véritablement le seul moment où vous vous octroyez des romans dans la maison. Oui, c'est une collection de romans. Hein. Je vais peut-être répondre moi pour le coup pour la collection parce que étant donné que je l'ai créée avec une conviction très forte qu'on nous avons tous les trois, j'allais dire, mais j'avais vraiment envie de pousser là-dessus, c'est que les poètes sont un peu les phares pour nous dans notre époque et dans les époques d'avant. Et quand je dis phares, ça veut dire qu'ils sont, on ne va pas parler d'avant-garde éclairée du tout, au secours, mais ils sont vraiment à la pointe quand il se passe quelque chose, une convulsion de l'histoire. Et souvenez-vous par exemple que pendant la Résistance, eh bien, les poètes étaient vraiment, vraiment engagés, ce qu'on va peut-être trouver un petit peu moins chez les romanciers. Voilà, hein, sans du tout vouloir toujours glorifier les poètes. Bon, de fait, c'est vraiment ça. Et donc l'idée de croiser le destin d'un poète avec un moment de la grande histoire, c'était à la fois pour revisiter ce moment de la grande histoire, mais à l'aune du regard du poète qui souvent, en plus, a puisé sa création et sa créativité poétique dans son implication dans ce moment-là. C'est comme ça qu'on a dans la collection commencé avec Caché dans la maison des fous, un roman de Didier Deninx, où c'était Paul Éluard, résistant, qui va se cacher dans un hôpital psychiatrique en Lozère et tout ce qui se passe par la suite autour de ça. Et on a à chaque fois essayé de montrer ce croisement-là. Si vous avez Raphaël Jérusalemi qui a fait Les obus joués à pigeon-vol, c'est Apollinaire dans Les tranchées. Mais vous avez aussi Ingrid Jonker, la poétesse d'Afrique du Sud, dont le père était un chef de file de l'apartheid et que Mandela adorait. Nimrod a écrit L'enfant n'est pas mort, et ça nous permet à la fois de retrouver l'apartheid, etc. Alors, dans les premiers romans de la collection Sur le fil, Bruno avait déjà fait le carnet retrouvé de Monsieur Max, qui était Max Jacob, le faux journal intime de Max Jacob avant son arrestation jusqu'à sa dernière heure à Drancy. Et vous voyez, à chaque fois, on a le moment aigu où l'histoire et ses brûlures rencontrent la créativité d'un poète. Je ne vous les ai pas tous cités, hein. On a aussi Tristan Corbière, La Malmort entre les dents, on a aussi Desnos au camp de Thérésine avec le magnifique Ombre parmi les ombres d'Isabelle Lacan. Voilà. Alors peut-être que toi, par contre, Bruno, c'est très particulier sur Ritsos, puisque Ritsos, c'est vraiment un compagnon de route pour Bruno à bien des égards. Peut-être tu peux en dire un petit peu plus ou tu préfères que je l'explique, c'est toi qui dis. Non, je te laisse l'expliquer. Muriel, c'est toi l'éditrice. Hein. Mais c'est-à-dire que là, on a le croisement de plusieurs choses. Vous avez le Bruno Doucet, éditeur que vous rencontrez depuis plus d'une heure, et vous avez vu que quand Anthony lui dit un livre, qu'est-ce qu'il choisit? Ritsos. Non, mais ça en dit long. C'est-à-dire que on a publié 7 livres, hein, c'est ça, 7 de Yanis Ritsos, mais ouais, c'est un peu notre la poésie de Ritsos, son engagement militant, sa manière d'écrire, son lyrisme et son engagement, tout ça, c'est un peu notre base. Donc, vous avez déjà le Bruno Doucet, éditeur, qui a un rapport très particulier à Yanis Ritsos. Après, vous avez le Bruno Doucet, poète, vous en avez eu un petit accent et vous avez bien vu que justement, lui aussi marie dans son écriture poétique le lyrisme et l'engagement. Donc, il y a quand même une espèce de chemin. Et puis après, vous avez aussi le fait que une partie de notre vie et donc de la sienne se passe aujourd'hui en Grèce, qui est un peu notre deuxième patrie. Et donc là,
quand on est impliqué dans ce qui se passe en Grèce, la dictature des colonels, c'est un moment fondamental aussi de l'histoire de ce pays. Et j'allais dire, il fallait que de toute façon, il s'y coltine un jour. Voilà. Donc, vous voyez, Yanis, dans son recueil qui s'appelle S'il existe un pays, il y a 3 chants pour Yanis Ritsos, qui sont 3 très beaux poèmes, que moi, pour ma part, j'aime énormément, qui sont un peu les prémices de ce roman. Et Bruno appelle Yanis Ritsos mon frère, hein, déjà à l'époque. Donc, de quand il date, s'il existe un pays? 5 ans, je ne sais plus. 2013. Voilà, un peu plus que 5 ans même. Donc voilà, et puis vous savez que tout se tricote ensemble et peut-être tu as avec toi, ou je ne sais pas si tu as le livre que tu avais fait pour le TNP. Non, tu l'as pas? Oh, il doit être là. C'est Bon, c'est pas grave. publié Mais, chez un confrère. En tout cas, il a déjà écrit des poèmes sur un poète, sans citer Ritsos, un poète enfermé au camp de Macronissos, donc un des camps. Voilà. Et si vous mettez tout ça bout à bout, c'est comme un chemin qui conduisait Ritsos et Bruno dans les bras l'un de l'autre pour ce roman. Qu'est-ce qui vous attire, Bruno, chez ce poète-là? Qu'est-ce qui, dans sa poésie, vous attire de prime abord? Est-ce qu'il a un style particulier? Pour ma part, je ne l'ai jamais lu. Est-ce qu'il a un style particulier au-delà de l'engagement? L'éventail de ses modes d'expression poétique est extrêmement large. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a, sur les 70 recueils qu'il a écrits, il y a vraiment des modes d'expression très différents. Il y a une expression surréaliste dans les livres de jeunesse. Il y a une expression épique avec parfois des choses qui rappellent la tragédie grecque. C'est un peu le cas des 3 livres de jeunesse que nous avons publiés, Le chant de ma sœur, Symphonie du printemps et La marche de l'océan. Il y a des poèmes très brefs qu'il écrivait pratiquement quotidiennement. Alors voilà, il y a cette diversité qui me fascine chez lui, d'un homme qui a exploré à peu près toutes les formes poétiques possibles. Et puis, il y a cette simplicité. En même temps, Yanis Ritsos, c'est quelqu'un qui s'adresse au plus grand nombre, qui s'adresse à tous, qui peut être lu et qui est aimé par des gens qui n'ont pas forcément un accès important à la culture. En Grèce, tout le monde le connaît. Il y a des textes de Yanis Ritsos qui sont entrés dans le répertoire national, qui sont mis en musique par Mikis Theodorakis, le grand compositeur grec. Voilà, donc il y a ce chant qui est vraiment universel, et puis cette capacité de résistance. Au fond, pour conclure, peut-être ce qui me plaît le plus chez lui, c'est cette aptitude à tenir ensemble 2 choses qui sont différentes, bien différentes. L'expression lyrique, d'une part, c'est-à-dire le lyrisme, c'est quoi? C'est l'expression de l'intime. Paul Valéry disait, c'est la transformation d'un cri en chant. Donc, il y a cette expression lyrique chez lui, et puis il y a aussi cette résistance. C'est quand même quelqu'un qui a écrit, comme je le disais tout à l'heure, sous le joug de plusieurs dictatures, et qui n'a jamais cessé de chanter la liberté. Voilà. Donc, c'est tout ça à la fois qui m'intéresse chez lui. Et puis, je suis tombé amoureux de la Grèce, et donc, pour moi, il en est vraiment la voix la plus forte. Alors, par rapport au roman, justement, à cet événement, à cette dictature du 21 avril 67, ce coup d'État, ce putsch, comment vous avez réussi à former un roman qui est évidemment extrêmement bien documenté sur la période, mais justement à avoir une sorte de polyphonie avec Antoine, ce personnage de nos jours? Ça, c'est très intéressant d'arriver à séparer les 2 choses et arriver à intégrer ce personnage-là dans l'histoire de 67. Oui. Ben, c'est toute la question qui se pose lorsqu'on écrit ce qu'on pourrait appeler des romans historiques. Parce que si nous ne faisons que raconter l'histoire, alors autant faire un livre d'histoire et un livre documentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le roman. Donc, j'ai créé des situations, j'ai inventé des situations, j'ai inventé des personnages.
et j'ai fait en sorte que Antoine, personnage inventé, aille à la rencontre de Yanis Ritsos. Voilà. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était le fait de passer constamment d'un pays à l'autre. Donc, on ne va pas raconter le roman, hein, mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a toute une partie du roman qui se déroule à Paris, dans le contexte de la résistance par la diaspora grecque. Au fond, il y a des Grecs qui ont fui au moment du coup d'État du 21 avril 1967, qui ont fui Athènes, qui ont fui la Grèce, qui sont venus se réfugier en France et qui vont organiser de l'extérieur ce qu'on pourrait appeler une résistance intellectuelle au régime dictatorial des colonels. Peut-être Donc, que ce tu peux sont des ajouter journalistes. Oui, ouais. Tu peux quand même ajouter aussi que c'est une histoire d'amour. Et puis, il dit l'histoire d'amour. Oui. Voilà. Bon, oui, forcément, puisque même le prémisse. Antoine est un jeune homme de 20 ans, dont l'amoureuse, la fiancée, est crétoise. Et forcément, il la perd de vue, et d'une certaine manière, il va partir à sa recherche. Voilà. Et cette recherche l'emmènera sur les traces du grand poète grec Yanis Ritsos. Est-ce qu'on peut peut-être faire une lecture, Bruno? Un petit passage? Volontiers. Alors, je pensais à un passage qui concerne justement l'amoureuse d'Antoine, Photini. Photini, c'est un prénom grec, Photini, qui désigne la lumière. Alors, Photini va participer à une manifestation à Héraclion, la capitale de la Crète, la grande manif du 21 avril 1967 à Héraclion. Je sais qu'elle y était, sans réserve, avec de l'enthousiasme à revendre, comme la majeure partie de ses camarades. Alors nous voici donc dans cette manifestation. Au milieu de la foule, Photini est parvenu à retrouver un noyau d'étudiants. Pas question de se regrouper en grand nombre en tête de cortège. La consigne donnée est claire, elle sera respectée. C'est au milieu des autres que nous devons défiler. Ce combat n'est pas seulement celui des étudiants, il est celui de tous. La défense de la démocratie n'a que faire des corporations. Photini est entourée de 1000 visages qu'elle ne connaît pas, mais qui scandent les mêmes slogans. Autour d'elle, dans le rassemblement bigarré de ce vendredi contestataire, des maçons venus des quartiers populaires, des pêcheurs qui ont abandonné leurs filets sur le port, des paysans surgis des villages environnants, des nourrices qui donneraient le sein en marchant s'il le fallait, des professeurs, des cafetiers, des avocats, des petits commerçants, des boulangers, des plombiers, des fileuses, des rémouleurs, des meuniers, des lavandières, des chiffonniers, des syndicalistes qui collaient hier des affiches, de simples pères de famille inquiets pour l'avenir de leurs enfants, et la foule immense des anonymes, des sans-grades, des petites gens qui ne savent pas ce qu'ils mangeront demain, mais qui ne veulent plus ni guerre civile ni dictature. Toutes celles et ceux pour qui la liberté de penser et d'agir est aussi importante que le pain. L'ai-je rêvé, cette Photini, que la solidarité populaire tenait vive? Non, elle était ainsi lorsque nous nous sommes rencontrés en Crète au cours de l'été 1966. Lorsqu'elle m'écrivait avant le coup d'État pour me parler de ses études, de ses passions, de son engagement en faveur de la liberté. Elle était ainsi lorsqu'elle me lisait les poèmes de Yanis Ritsos, lorsqu'elle défendait l'idée du théâtre pour tous et d'une terre pour chacun. Et une vingtaine de pages plus loin, ce court passage. Alors, nous sommes dans le quartier Analipsie, où vit à Héraclion Photini, à cette porte qui grince dès que le vent se lève. Tandis que ses enfants se préparent à aller à l'école, Madame Hadjidaki, sa logeuse, gravit le petit escalier qui mène à la terrasse où se trouve la chambre de Photini. Et si la jeune fille était rentrée cette nuit? Si elle était revenue après 8 jours d'absence?
De la terrasse, le quartier Analepsie ressemble à un village, avec ses maisons imbriquées les unes dans les autres, ses ruelles familières, le linge qui claque au vent comme claque cette fichue porte. Mais pourquoi est-elle ouverte? Fotini? Rien. La pièce est vide. Le matelas a été retourné, des papiers jonchent le sol, des courants d'air déplacent les pages d'un livre déchiré. Merci, merci Bruno. Merci à vous. Est-ce que peut-être un petit poème de Yanis Ritsos? Je ne sais pas si... Peut-être qu'il pourrait nous lire aussi juste l'arrestation qui est en 4e pour qu'on voit comment c'est aussi quand Yanis parle. Ah, si tu veux. C'est très bref, mais un poème de Yanis aussi, bien sûr. Voilà, et je lirai ensuite un poème qui se trouve à la fin du livre sans expliquer pourquoi il est à la fin de ce livre. Voilà. La valise serrée contre ses jambes, il avait laissé ses pensées prendre le large pour apaiser l'angoisse que faisait monter en lui la présence des militaires. Pas un carnet dans la valise, pas un crayon qu'on lui aurait immédiatement confisqué, non, mais des poèmes par centaines, dans la tête et dans le cœur, que rien ni personne ne parviendrait à lui enlever. Quelle chance après tout d'avoir choisi la poésie et non la peinture ou le piano. Dans les camps, dans les prisons où on les jette, le peintre privé de toile et de pigments vit un enfer. Le musicien sans piano se voit amputé de la meilleure part de lui-même. Mais moi, poète, sans stylo ni papier, de quoi me prive-t-on que je ne puisse trouver en moi? Les doigts coupés, la langue arrachée, je continuerai à sentir la vibration du poème. Elle est la corde tendue de mes nerfs, ma résistance. Et comme en écho à ce passage, un texte de Yanis Ritsos qui se trouve à la fin de mon livre et qui a été traduit par le grand traducteur et poète Jacques Lacarrière. La jeune fille. Pour résister, elle n'avait rien d'autre, jeune fille de 18 ans, que ses deux mains menues, très menues, sa robe noire, le souvenir d'un bout de pain minutieusement partagé et le chuchotement secret la nuit de ce que nous nommions patrie. Quand on la jeta dans les ténèbres, elle n'avait plus de voix. Les autres cellules ne l'entendirent pas. Seul l'oiseau de Perséphone lui apporta dans un mouchoir quelques grains de grenade, et les écoliers la dessinèrent sur leur cahier à la lueur d'une lampe, petite vierge assise sur la chaise d'un café populaire, avec une foule d'oiseaux et de poissons sur les épaules et les genoux. Yanis Ritsos. What else? Dans le chat, justement, beaucoup s'interrogent sur tout simplement l'oralité des poèmes. Est-ce que vous avez envisagé ou déjà effectué des livres audio de certains livres ou au contraire, ça ne se fait que sur scène, en tout cas dans une oralité physique? Myriam, je te laisse répondre. Les livres audio, pour l'instant, c'est un peu compliqué, le modèle économique, on va dire. Donc, on n'a pas de livre audio en tant que tel disponible. C'est un modèle qui se cherche quand même. Par contre, à défaut, j'allais dire, on a beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, on peut entendre quand même beaucoup de nos poètes et beaucoup de poèmes qui sont lus comme ça. On avait commencé avec quelques livres numériques enrichis d'audio, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est encore un modèle qui se cherche. On y pense de plus en plus au livre audio. C'est sûr qu'il y a, pour la poésie, il y a un vrai, il y a une vraie évidence. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire de CD puisque plus personne n'a de quoi lire des CD. On a essayé beaucoup de choses. On a fait des CD. Mais voilà, c'est une autre époque. Mais la question est vraiment très, très pertinente parce que quand on voit, par exemple, le texte de Katerina Apostolopoulou, on voit que c'est un texte qui est, on le voit, on l'entend, qui est fait pour la voix, qui est fait pour être dit. Voilà, parfois chuchoté à l'oreille du lecteur. Donc, bien sûr, nous irons dans cette direction dans les années à venir, c'est absolument certain.
Mais c'est vrai qu'Ariane parle des plateformes musicales, que ce soit Spotify ou autres en streaming. Pourquoi pas? Pourquoi pas, au lieu d'écouter de la musique, pourquoi pas n'écouterions-nous pas des poèmes? Je pense qu'à l'oreille, je ne vois pas de différence entre la poésie et le slam. Pourquoi le slam serait merveilleux et la poésie banale? Ouais, bien sûr, absolument, mais c'est tout à fait juste. Promis, Euh, dans les 10 ans à venir, ce sera l'axe majeur pour nous. D'ailleurs, dès le départ, hein, j'allais dire, la rencontre vivante avec le public pour nous était quelque chose d'absolument essentiel. Ce qu'on n'a pas eu l'occasion de dire, c'est que pendant ces 10 années, on a passé notre temps sur les routes à aller rencontrer nos lecteurs, les lecteurs de nos auteurs. Parfois 150, 180 rencontres par an. Imaginez, hein, c'est un jour sur deux. Voilà. Alors, depuis un an, ce n'est plus le cas, hein, évidemment. Et ça, en même temps, ça libère du temps pour réfléchir à la façon dont on va probablement dans les années à venir aborder cette question de l'oralité poétique. Justement, cette situation actuelle, forcément, on y pense quand on lit Ne pleure pas sur la Grèce. Clairement, on pense à ce couvre-feu, on pense à ces interdictions, ces interdictions de liberté. Alors évidemment, on n'en est pas dans une forme où il y a une opposition entre l'État et le peuple, quoique parfois oui, mais en tout cas, on y pense clairement. J'imagine que vous avez écrit l'ouvrage avant le confinement, ça c'est une évidence, et que Yanis Ritsos, dans tous les cas, était en vous depuis bien longtemps, ça il faut le préciser aussi. Mais justement, est-ce que vous avez augmenté, entre guillemets, le livre par rapport à la situation qu'on a vécue? Alors, moi, j'y ai pensé tout le temps, hein. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vraiment fini d'écrire le livre il y a un an. Et pendant le confinement, j'ai effectué le travail de relecture. J'ai rajouté quelques petits épisodes. Il y a des passages qui ont été rajoutés pendant le premier confinement. Voilà. Il y a un petit chapitre sur la relation à Nazım Hikmet, le poète turc. Il y a un chapitre justement qui concerne le moment où Yanis Ritsos est confronté à la question du couvre-feu à Athènes. Bon, voilà. Mais ça fait partie de mes préoccupations fondamentales. Voilà, je suis dans cette réflexion sur la question de la privation de liberté et de l'empêchement qui est objecté au poète. C'est quand même le 7e roman que je consacre à un poète, hein. Mais celui-là n'a pas été assassiné. À l'inverse de Victor Jara, c'était le premier, le chanteur chilien, de Matou Blounès, le chanteur algérien, assassiné il y a 20 ans, de Mac Jacob, mort juste avant d'être déporté. Il devait partir à Auschwitz et il est mort au camp de Drancy au cours de l'hiver 44. Mais Federico García Lorca, le poète espagnol, qui est, on va dire, une victime expiatoire du franquisme. Voilà. Et même Neruda, auquel j'ai consacré un petit roman chez Actes Sud, eh bien, Neruda, lui aussi, peut-être, a été assassiné, hein. On ne sait pas exactement comment il est mort, mais dans des conditions assez troubles. Alors, Yanis Ritsos, c'est peut-être pour moi le dernier livre de ce cycle. Et c'est voilà, le seul qui n'a pas été assassiné et qui a tenu tête finalement au bourreau, hein. C'est celui qui fait fleurir le manche des matraques. Bruno, au moment où on vous connaît, où on vous découvre, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Il en faut un autre. Il en faut un autre obligatoirement. Non, non, non. Ah ben Nazim, alors, Nazim Hikmet, si je trouve un éditeur. On peut peut-être dire aussi qu'il y a, sans vendre la mèche, il y a aussi dans ton roman un lien qu'on découvre vraiment avec l'actualité du monde aujourd'hui, hein. Oui, voilà, pas trop dire hein. quoi, donc, Non, mais, je dis pas, non. et voilà, c'est Non. pas le confinement, c'est pas le coronavirus, mais c'est vraiment aussi des problématiques qui nous touchent et nous habitent aujourd'hui dans notre monde.
Avant de passer peut-être aux futures parutions que vous allez peut-être nous faire découvrir, on va d'abord faire une photo de groupe qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, préparez-vous et sortez vos livres comme d'habitude. Bah attendez, nous aussi alors. Ah oui, 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 tout est permis, hein. Très bien. 3, 2, 1. Comme ça. Hop. Parfait, c'est bon, super. Merci. Mais j'ai vu fleurir la Malmort là-bas chez Joël. Ah, que ça fait plaisir. Super. Alors, vos prochaines parutions, alors comment déjà envisagez-vous la suite? On ne sait pas à quelle sauce on va encore être mangé dans les jours à venir, mais on ne va pas en parler. On va garder le positif. Ouais, Justement, bien les sûr. prochaines parutions. Alors là, j'ai autour de moi des livres que les lecteurs, les lectrices n'ont pas encore pu découvrir, mais qui vont bientôt paraître en librairie. La baie vitrée d'Yvan Lemaine, c'est un texte formidable. Je ne sais pas si vous le voyez, ça va? On le voit, Oui. c'est bon. Et la baie vitrée, c'est cette baie vitrée qui voilà, lui a permis pendant toute cette année 2020 d'être à la fois à l'écoute des mauvaises nouvelles du monde, mais en même temps d'avoir un regard sur son jardin au printemps. Il y a des textes absolument formidables. Voilà, c'est ce poète dont Ariane a parlé tout à l'heure qui a obtenu le prix Goncourt de la poésie en 2019. Et dans le même temps, sort un livre dont on a vraiment grand besoin. Regardez comme il est beau. Voilà, un livre rose aux couleurs du désir. Enfin, rose, et pas seulement, parce que dans ce livre, il y a un désir blanc, désir d'absence et de silence, un désir jaune d'éveil, de rayonnement solaire, un désir orange de vitamine, de vitalité et d'énergie, un désir rouge d'érotisme, de sang qui pulse dans nos veines, un désir bleu de voyage, de mer et d'évasion. On en a beaucoup besoin en ce moment. Un désir vert de chlorophylle, de nature et d'espérance. Un désir violet de mélancolie, de solitude. Et un désir noir, un noir désir de mystère, d'opacité et de nuit. Et c'est comme ça que nous avons construit ce livre, sur le mode d'une sorte d'arc-en-ciel poétique. Et il y a dedans, Ariane, combien de poètes? 88. 88. 88 poètes. Et combien de femmes? Bon, il n'y a pas jamais de femmes dans les livres de poésie. Bah, au moins la moitié, non? Bah oui, la moitié, voilà. Voilà. Et ensuite, il y a 2 livres qui vont sortir au mois de... Il est derrière toi, l'autre. Il est derrière moi. Alors. Je le vois, moi. À gauche, au-dessus. Au-dessus, lève la tête. Non, au-dessus. Ah ouais. Voilà, ouais. Voilà, il y a 2 livres qui sortent ensemble en même temps au mois de mars. Un livre de Perrine Lequerec intitulé Feu, un livre de Caroline Boidet intitulé Une femme en crue, le feu et l'eau, 2 éléments naturels. L'un, le livre de Caroline Boidet, est tout entier voué à la question du désir, et on peut dire de l'érotisme, du désir au féminin. Et Feu est un livre extraordinaire qui propose un inventaire des feux qui ravagent le monde depuis toujours. Chaque page est un feu différent et on commence avec, bien sûr, la haute antiquité, Pompéi, etc., l'invention du feu, et puis on va jusqu'au feu qui ravage l'Australie depuis 2019. Petit livre formidable où la maquette elle-même, voilà, parfois est tout à fait étonnante. Ce sont presque des calligrammes. Les textes partent souvent du bas de la page, comme le feu part du sol. Voilà, Perrine Lequerec, Feu. Et puis alors, au mois d'avril, et celui-là, je ne peux pas vous le montrer, il n'est pas encore imprimé, il y aura un livre qui vient prolonger cette anthologie qui est notre best-seller, Beat Attitude, l'anthologie des femmes poètes de la Beat Generation, parce que nous publions en édition bilingue l'une de ces 10 femmes,
Etty Jones, qui maintenant est une dame d'un certain âge, elle a plus de 80 ans, elle vit à New York, et nous publions un livre intitulé Drive. Et c'est un hymne à la liberté des femmes, à la route, et on y retrouve toutes les thématiques de la Beat Generation. On le publie en édition bilingue. Et puis alors au mois de mai, je me vais après on ne sait pas trop, hein, parce que déjà le mois de mai, on se demande comment on va y arriver. Au mois de mai, nous allons publier une jeune femme franco-tunisienne qui s'appelle Nawel Benkrayem, que vous connaissez peut-être parce que c'est une chanteuse qui a déjà sorti 4 albums et qui cartonne. Voilà. Et le livre s'intitule J'abrite un secret. Et c'est une poésie alors, qui fait le lien avec le slam, qui vient justement réduire cette fracture dont je parlais au départ. Et c'est, on va dire, c'est de la poésie hip-hop. Il y a une atmosphère hip-hop, une énergie hip-hop dans ce livre que nous sommes en train de préparer. Voilà. Et puis encore plein d'autres choses, mais ça, il faut les tenir un peu secrètes. Je crois qu'il y a Muriel qui est... Muriel est un petit peu paresseuse. Hein. C'est comme ça, les directrices de collection en général. Bon. Mais on a réussi à la mettre au travail avec Ariane et elle est en train de nous écrire un livre absolument magnifique pour la collection Poésie-Histoire. On a le droit de donner le titre, Muriel, que tu as trouvé? Je ne sais pas, c'est toi le patron. Ah, allez, vas-y. Immenses sont leurs ailes. Immenses sont leurs ailes. Et Ariane, elle ne connaissait pas le titre, mais maintenant, tu ne pourras plus le dire. Hein. Tu vois, voilà. Bah ouais, j'ai les actus avec vous. C'est trop bien. Merci. Merci, merci infiniment à tous les trois. C'était un pur bonheur et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que dans ces rencontres, vous étiez les candidats idéaux. C'est pour ça que j'organise ces rencontres, c'est pour découvrir ce genre d'univers que peu de personnes connaissent. Et ça, c'est un pur bonheur. Et véritablement, j'ai aimé vous découvrir en tant que personne, au-delà de ce que vous produisez comme texte. Mais vous avez l'air d'être des personnes formidables et ça vaut tout l'or du monde. Donc merci infiniment à tous les trois. C'était un vrai plaisir et un bonheur de vous avoir ce soir. Mais de même. Hein, merci beaucoup. Laura est revenue. Ouais, merci beaucoup. Laura est revenue, donc on va refaire la photo, du coup, puisqu'on l'a faite quand tu étais parti. Donc, oui, on ressort les livres et on peut refaire la photo. Ah bah merci, c'est gentil. Voilà. Attends. J'attends Bruno. Allez, moi, je vais changer de titre. Voilà. Parfait. 3, 2, 1. Super, c'est bon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Anthony. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Belle soirée. Et Bruno, et à tous les trois, si jamais on peut organiser une autre rencontre avec un auteur, ce serait génial, avec un auteur et un traducteur. Okay. Puisqu'on met en avant souvent les traducteurs, ce sera avec un immense plaisir. Ça marche, avec grand plaisir, Anthony. Entendu. Merci beaucoup, pour l'accueil. Anthony. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.